Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de BFM Business pour un nouveau stream consacré ce mardi aux cryptoactifs. Alors on va engager ensemble une conversation au fil de l'eau sur le fameux Bitcoin, la plus connue des crypto-monnaies, l'Ethereum, les autres cryptoactifs en général. Alors je m'appelle Guillaume Bayer, je suis responsable de la rubrique BFM Bourse et je veux dire que j'étais moi-même vraiment particulièrement impatient de débuter ce stream parce que euh, moi, ça fait, pour l'instant, je me classe plutôt parmi les agnostiques, les sceptiques vis-à-vis des crypto-monnaies. J'ai un bagage d'une vingtaine d'années dans le journalisme financier. Ça fait pas mal de temps que j'analyse tous ces phénomènes de marché. Et jusqu'à présent, peut-être c'est une question de génération, moi je vois aussi ce marché des crypto-monnaies grandir, grandir, mais jusqu'à présent, j'arrive pas vraiment à me faire une conviction, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors juste avant de débuter, pour donner un ordre de grandeur, la capitale totale de l'ensemble des crypto-monnaies, c'est à peu près 2400 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est encore petit par rapport à la capitalisation des entreprises cotées à Wall Street, qui est de 50 000 milliards de dollars environ. Ça reste epsilonesque par rapport au marché des grandes devises, dollars, livres, euros, etc., qui est 6600 milliards de dollars échangés par jour. Mais c'est quand même absolument considérable, 2400 milliards. C'est plus que la capitale d'Apple. C'est pas très loin de la taille du marché de l'or en général. Donc il y a vraiment une chose qu'on ne peut pas faire avec ce phénomène de Bitcoin, c'est le balayer d'un revers de main. Que ce soit quelque chose de risqué, de prometteur, que ce soit une menace pour certaines institutions, ou au contraire la promesse de nouveaux développements, clairement, il faut compter avec les crypto-monnaies. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, voilà, je rappelle qu'on est en live, on peut avoir un lapsus sur un chiffre, etc. On va bien sûr vous donner les meilleures informations, mais on ne peut pas garantir l'exhaustivité, la fiabilité de chaque chiffre qu'on va citer, et surtout les propos qu'on va pouvoir échanger avec nos intervenants ne doivent pas être pris comme une incitation, que ce soit à acheter ou à vendre des bitcoins, tout autre produit financier. Au bout du compte, évidemment, chacun reste responsable de ses prises de position, mais ce qu'on veut, c'est vraiment éclairer votre réflexion. Donc on a besoin de vous. N'hésitez pas à nous poser vos questions via la chaîne Twitch de BFM Business. Je pense aujourd'hui qu'on a vraiment d'excellents intervenants pour nous expliquer tout ça. Dans quelques instants, on va appeler Claire Balva, qui est vraiment la personne idéale, je pense, pour nous expliquer les enjeux, les usages et le fonctionnement des blockchains. Et après elle, on aura Vincent Gann, que vous connaissez sûrement si vous regardez souvent la chaîne BFM Business, qui nous donne ses analyses toujours très pointues sur pas mal de marchés différents et qui a une vraie expertise sur le Bitcoin. Donc, sans plus attendre, on va appeler Claire. Bonjour. Bonjour Claire, merci de nous rejoindre. Ouais, merci à vous. Alors, je rappelle quand même ton CV. Tu es fondatrice de Blockchain Partner, qui est le leader français de l'accompagnement des grandes entreprises sur les technologies blockchain et cryptoactifs. Récemment, Blockchain Partner a été repris par KPMG, je crois que c'était en mars. Et donc Tout à aujourd'hui, fait. tu es directrice blockchain et cryptoactifs chez KPMG France. Tout à fait, c'est ça. Donc, sans plus attendre, on commence avec les questions alors, de Kutson Bay qui nous demande, dans le vif du sujet, pourquoi le secteur bancaire français, que tu connais bien donc, semble aussi en retard par rapport aux États-Unis, donc dans l'adoption des technologies liées aux cryptos. Bah, là, comme ça, je dirais que c'est pas forcément, enfin bien malheureusement, c'est pas forcément spécifique au secteur blockchain et crypto. Les US ont souvent un temps d'avance en matière d'innovation parce que ils abordent pas l'innovation de la même manière qu'en Europe. Tu vois, quand tu écoutes un peu ce qui se passe aux États-Unis, souvent tu remarques que quand il y a une nouvelle techno, ils se posent tout de suite la question des opportunités, des nouveaux services qu'ils peuvent créer. En Europe, on a tendance à plus aborder ce sujet par les risques. Et c'est le cas dans le secteur bancaire, mais pas que. Et donc forcément, je pense que les banques européennes ont plus abordé les cryptos par l'angle du risque et peut-être moins, ou en tout cas pas encore autant que les États-Unis, par l'angle de l'innovation. Donc oui, mécaniquement, on est un peu, enfin, on a un temps de retard en Europe par rapport aux États-Unis sur ces sujets.
Notamment dans la possibilité de permettre aux investisseurs, à leurs clients, donc d'acquérir du Bitcoin. On voit qu'il y a plusieurs établissements aux États-Unis qui le permettent déjà. Ça, en France, c'est une possibilité qui est encore inexistante en pratique. Alors moi, j'ai pas connaissance d'une banque française qui permette à ses clients d'acheter du Bitcoin. Euh, Maintenant, en France, on a le label PSAN de l'AMF qui va agréer certaines plateformes d'échange qui du coup vous permettent d'acheter du Bitcoin en toute sécurité. Mais effectivement, c'est des nouveaux acteurs, c'est pas les banques traditionnelles. Je remarque quand même que voilà, il y a Boursorama par exemple, qui est une filiale de Société Générale, qui vous permet de visualiser vos cryptos sur Binance, Kraken et Coinbase sur leur interface d'agrégation de comptes bancaires. Donc ça progresse, hein, mais ça progresse à petits pas et effectivement moins vite qu'aux États-Unis. Alors c'est intéressant, le label dont tu parlais, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. Ça veut dire que seules les plateformes qui seront bénéficiaires de ce label, on pourra leur accorder confiance pour trader des cryptos. Alors officiellement oui, enfin je disais qu'on était un peu en retard par rapport aux États-Unis, mais pour le coup sur la régulation on est un peu en avance, ce qui explique peut-être aussi le retard sur le plan économique. Effectivement, l'idée de base, c'était de réconcilier un peu le monde crypto avec le monde traditionnel en se disant on va labelliser les plateformes d'échange crypto pour apporter de la sécurité aux consommateurs et puis pour permettre à ces acteurs-là de se développer en toute légalité, de manière officielle et de pouvoir par exemple avoir accès à des comptes bancaires, à des partenaires bancaires. Ça remplit qu'à moitié l'objectif parce que effectivement ça apporte de la sécurité aux consommateurs. A priori, si vous avez une plateforme qui est labellée PSAN, voilà, vous êtes sûr que c'est pas une arnaque. En revanche, ça n'a pas encore permis de réconcilier ces acteurs-là avec les acteurs du monde bancaire. D'accord. IPSAN donc, C'est PSAN pour prestataire de services en actifs numériques. tout simplement. Ouais. Alors, internaute Covid-21, bien nommé, nous pose vraiment la question centrale. Est-ce que les monnaies virtuelles, donc j'imagine qu'il veut parler à des crypto-monnaies, vont remplacer dans le futur toutes les autres monnaies? Tout de suite, c'est du lourd là. Ouais, c'est une bonne question. Je ne vais pas me risquer à une réponse toute faite. Moi, je pense qu'il y aura toujours de l'euro et du dollar, par exemple. Mais il est possible que les futures formes utilisées du dollar et de l'euro seront des formes qui circuleront sur des blockchains parce que ce sera plus pratique, ça permettra d'avoir plus de services, plus d'automatisation. Ce qui ne veut pas dire qu'on utilisera tous voilà, des crypto-monnaies comme Bitcoin ou comme l'Ether, mais par contre, effectivement, ces crypto-monnaies-là vont prendre des places de choix. Et je pense que les monnaies traditionnelles seront amenées à circuler beaucoup plus sur les infrastructures blockchain. Ouais. Donc finalement, les monnaies traditionnelles vont peut-être s'inspirer de l'innovation technologique qu'apporte aujourd'hui le Bitcoin et les autres Oui, je cryptos. pense. Enfin, en tout cas, je pense que c'est dans leur intérêt parce que si on ne fait pas ça, enfin, je pense que si les institutions monétaires euh, ne s'inscrivent pas dans cette innovation, finalement, les monnaies traditionnelles vont devenir moins compétitives que les monnaies programmables. Et donc, finalement, les gens vont plus s'orienter vers des monnaies programmables. Si demain, vous avez accès à des monnaies programmables sur les différentes applications, par exemple les applications des GAFA, mais pas que, et que vous avez des services qui tournent autour de ces monnaies, la compétitivité de ces nouvelles monnaies va être accrue et donc les monnaies traditionnelles prendront du retard et seront de moins en moins utilisées. Donc moi je pense que les institutions monétaires vont, alors avec plus ou moins d'avance ou plus ou moins de retard, mais seront amenées à prendre le pli là-dessus. Ouais. Elles risquent de s'emparer à leur tour de ce marché, quoi. Ouais. Par rapport au PSAN dont on parlait tout à l'heure, un internaute dont je peine à dire le pseudo, F3SS3NH31M, nous demande pourquoi certains organismes qui ont obtenu ce fameux label PSAN se voient clôturer leur compte bancaire classique. Ça, si je savais, je vous le dirais. Non, c'est une bonne question. Enfin, c'est une très bonne question. Hein. Il faudrait demander à la banque en question. Je sais que certaines banques françaises ou européennes sont encore très réticentes sur les sujets des crypto-monnaies pour des risques juridiques, des risques de réputation. Je travaille pas dans une banque, donc je pourrais pas beaucoup vous en dire plus. Mais effectivement, je trouve que c'est un vrai problème parce que, comme on le disait, l'objectif du label PSAN, c'était justement de permettre à ces acteurs d'être crédibles, d'être légitimes auprès des banques pour avoir un compte bancaire, pour avoir un partenaire bancaire.
Et aujourd'hui, vous avez certains acteurs PSAN qui sont obligés d'avoir leur compte bancaire à l'étranger, dans des banques à l'étranger, et pour le coup, c'est vraiment dommage. Donc moi, j'espère que ça va se résoudre, qu'il y a des banques aussi qui vont devenir un peu plus proactives sur les sujets de crypto et qui du coup, en toute logique, vont avoir des partenaires PSAN privilégiés, et donc qui vont gérer les comptes bancaires de ces partenaires-là. Alors, au-delà des banques commerciales, où est-ce qu'en sont aujourd'hui les banques centrales et notamment la BCE? C'est Hudson Bay qui nous demande est-ce que la BCE envisage aujourd'hui de créer un euro numérique? Alors oui, il y a des projets d'euro numérique hein, dans le pipe depuis quelques années quand même. Il y a de nombreux rapports qui sont sortis. Alors en fait, tout dépend de ce qu'on entend par euro numérique, parce que derrière euro numérique, il y a plein de choses. Euh, Moi, mon impression, c'est que l'euro numérique, en tout cas tel qu'il est envisagé aujourd'hui, serait plutôt un euro numérique qui circulerait pas forcément sur blockchain ou sur une blockchain publique, mais serait un euro numérique qui serait centralisé au niveau d'une banque centrale, que ce soit la BCE ou des banques centrales européennes, et qui pourrait être soit une monnaie de banque centrale de gros, ou alors une monnaie de banque centrale de détail, c'est-à-dire que vous et moi, on pourrait avoir sur nos téléphones un compte en euro numérique auprès de la banque centrale. Mais toute la question qu'il y a derrière, c'est est-ce que ça va suffire pour rendre l'euro compétitif? Est-ce que cet euro numérique il sera programmable? Est-ce qu'on pourra le programmer comme on peut programmer l'Ether ou des stablecoins dollars aujourd'hui? Si c'est le cas, ça peut être intéressant parce que ça veut dire que n'importe quelle startup, n'importe quel nouvel acteur pourra créer des applications par-dessus. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on aura là, on aura créé un euro numérique, mais ça n'aura pas du tout résolu pour moi le problème de compétitivité par rapport aux crypto-monnaies. Moi, ce que j'aurais tendance à conseiller aux banques centrales, ce serait plutôt de créer un stablecoin ou un équivalent stablecoin sur des blockchains existantes. Alors c'est vrai que sur Ethereum aujourd'hui il y a déjà beaucoup d'applications, donc ça serait hyper intéressant d'avoir un stablecoin euro créé par une ou des banques centrales sur cette infrastructure, mais aussi pourquoi pas sur d'autres blockchains, parce que c'est vraiment comme ça qu'on va euh, continuer à avoir un euro compétitif, c'est en allant sur ces nouvelles infrastructures. En gros, voilà, il faut pas refaire le Minitel dans notre coin. Il faut vraiment aller sur ce qui existe déjà, aller sur les infrastructures publiques ouvertes, qui sont l'équivalent de ce qu'était Internet dans le monde crypto. Peut-être il faudrait expliciter un concept. Qu'est-ce qui définit une monnaie programmable? Qu'est-ce qui définit un stablecoin par rapport à une crypto-monnaie, à une autre crypto-monnaie? Alors, une monnaie programmable, alors en fait aujourd'hui, l'euro par exemple, dans sa forme traditionnelle, c'est déjà numérique puisque c'est sur vos comptes en banque, euh, mais ce n'est programmable entre guillemets que par des institutions bancaires, que par vos banques, et de manière assez restreinte. Ce qu'il y a derrière les monnaies programmables, donc globalement les crypto-monnaies, certaines en particulier, mais globalement toutes les crypto-monnaies sont plus ou moins programmables, c'est que n'importe qui peut créer des programmes qui vont automatiser des transactions selon des conditions prédéfinies et insérer ces programmes dans la blockchain. Et donc, ça va permettre à n'importe qui de créer des applications financières. Enfin, quand je dis n'importe qui, il faut quelques compétences techniques, mais vous n'avez pas besoin d'être une banque pour le faire. Donc, ça va vraiment abaisser toutes les barrières à l'entrée sur le secteur financier, puisque n'importe qui, en théorie, demain, peut créer une application d'assurance, une application de prêt, un fonds d'investissement, etc. Et tout ça dans des délais bien plus réduits que dans le monde traditionnel. Et donc, c'est ça que j'entends derrière programmable, c'est-à-dire que n'importe qui peut créer des applications par-dessus ces monnaies. Et pour ce que tu appelles un stablecoin? Et oui, pardon. Et donc, un stablecoin, c'est en fait une sorte de crypto-monnaie, mais qui est indexée sur le cours d'une monnaie classique, traditionnelle. Donc, ça va être, par exemple, une sorte de jeton qui va être indexé sur le cours de l'euro ou indexé sur le cours du dollar. Et donc, la forme la plus classique de stablecoin, c'est en gros, je suis une entreprise, je vais mettre 1 million d'euros sur mon compte bancaire, et puis je vais émettre 1 million de jetons par-dessus la blockchain Ethereum, par exemple, et donc je vais créer un stablecoin indexé sur l'euro que tout le monde va pouvoir utiliser, les gens vont pouvoir créer des applications financières par-dessus, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la grande majorité des stablecoins qui existent et qui sont utilisés dans des applications financières sont des stablecoins indexés sur le dollar.
Et donc aujourd'hui, vous avez plein d'Européens qui utilisent des applications financières dans le monde crypto, mais qui utilisent du dollar et pas de l'euro, parce qu'en fait, il n'y a pas de stablecoin euro qui est très largement utilisé. Et les États-Unis ont d'ailleurs bien compris que finalement ces outils-là étaient un outil d'influence monétaire quelque part, parce que ça leur permettait d'avoir indirectement une plus grande utilisation du dollar. Et pour moi, ça pose un vrai problème au niveau de la compétitivité de l'euro, de se dire qu'on a 99% des stablecoins qui sont indexés sur le dollar, et que finalement, si on veut utiliser de l'euro dans les applications financières décentralisées d'aujourd'hui, C'est on très peut pas, difficile. ou alors c'est très compliqué. Ouais. Alors, un sujet un peu polémique, pas sur les usages, c'est Athènes qui nous demande quid de la pollution générée par les cryptos. On a lu pas mal d'études, plus ou moins argumentées, qui disent que c'est très polluant. Alors, lui-même, Athènes, il en possède, mais alors que les débats autour de l'écologie sont au cœur des sujets, alors que les cryptos sont des gouffres énergétiques, alors que ce n'est qu'un Ouais. secteur de niche. Alors, Est-ce que c'est vaste vérifié vraiment sujet. cette consommation? Alors, c'est compliqué, hein. C'est vraiment un débat d'experts. Effectivement, les protocoles, enfin la plupart des grandes cryptos aujourd'hui sont basés sur ce qu'on appelle la preuve de travail, qui est un mécanisme de validation des transactions qui va être entre autres basé sur de la consommation d'électricité. Par la Donc puissance de déjà, calcul. voilà, exactement. Il faut de la puissance de calcul, donc il faut de l'électricité, et ça consomme beaucoup d'électricité. Maintenant, c'est très difficile d'avoir des chiffres exacts sur la consommation d'électricité. Euh, voilà, vous pouvez voir sur Internet des trucs circuler disant que Bitcoin consomme autant que... Et là, c'est la roulette russe, et le Portugal, la Belgique ou n'importe quel autre pays. Il faut prendre ça avec précaution, parce que c'est vrai que ça consomme beaucoup d'électricité, mais les chiffres qu'on voit sont basés sur des analogies. Il y a parfois des fourchettes de 1 à 10 qui circulent, donc voilà, prenons ça avec précaution. Euh, Maintenant, oui, théoriquement, ça consomme beaucoup d'électricité, c'est vrai. Il y a une première question qui est, est-ce que électricité veut forcément dire pollution? Alors, ça dépend comment l'électricité est D'où produite, elle bien sûr. provient. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans le mix énergétique qui est utilisé pour justement la validation de ces transactions, il y a de plus en plus d'électricité renouvelable. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mineurs, donc, qui sont ces gens, ces entreprises qui valident les transactions, eux, leur intérêt, c'est que l'électricité soit pas chère. Parce que forcément, ils ont un intérêt de rentabilité. Et donc, ils vont aller se placer là où l'électricité est pas chère. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que l'électricité la moins chère, c'est l'énergie dite fatale, c'est-à-dire que c'est l'énergie renouvelable qui est produite par intermittence. Et donc, si à un moment vous avez trop de vent et que l'électricité devient beaucoup moins chère, c'est intéressant de miner avec cette électricité à ce moment-là. Donc, je ne dis pas que toute l'électricité pour le minage provient du renouvelable, mais c'est une part croissante. Et c'est notamment aussi le cas parce que certains acteurs du milieu de l'énergie commencent à se dire que le minage de crypto-monnaies est un élément qui permet de rentabiliser l'investissement dans le renouvelable. C'est-à-dire que si vous voulez construire un barrage, une éolienne, etc., c'est intéressant de placer à côté un centre de minage de crypto-monnaies, parce que le jour où vous avez un surplus électrique qui ne peut pas être rentabilisé par de la consommation, vous le rentabilisez par du minage de crypto-monnaies. Donc c'est aussi un outil pour la transition énergétique. Euh, Maintenant, toute la question après, c'est finalement, est-ce que Bitcoin et les cryptos consomment trop d'électricité ou pas par rapport à leur utilité sociale? Donc après, là, c'est un débat philosophique, politique, et puis c'est un débat de conviction personnelle. Mais ce qui est sûr, c'est que ça consommera toujours trop d'énergie et ça sera toujours trop polluant si vous pensez que ça sert à rien. Donc moi, j'y crois beaucoup, et je pense que ce sont des outils qui vont être révolutionnaires dans la manière dont on va aborder la valeur sur Internet. Et donc, ça vaut complètement la consommation d'énergie qui est derrière. D'autant plus qu'aujourd'hui, on voit arriver des protocoles qui sont en preuve d'enjeu, donc qui a un mécanisme différent, qui consomment beaucoup moins d'électricité. Et par exemple, Ethereum a aussi l'ambition de passer sur ce mécanisme-là. On ne va pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est un gros débat de spécialistes. Mais oui, c'est des sujets en tout cas dont la communauté a conscience. Après, encore une fois, attention aux attaques faciles, parce que souvent, moi, je vois des gens qui ne croient pas dans la crypto pour des questions de philosophie ou de crainte, et qui se réfugient derrière cet argument écologique, alors que ça ne leur pose pas du tout de problème pour d'autres outils numériques. Bien sûr. Euh,
Kutsunbe à nouveau, qui a déjà posé une question tout à l'heure, nous demande est-ce qu'à long terme, on pourra choisir de recevoir son salaire en crypto-monnaie au lieu du fiat monnaie? Ah, ça, ce serait top. Moi, j'aimerais bien, mais, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce que pour avoir monté une boîte et moi-même verser des salaires, l'URSSAF, par exemple, n'accepte pas encore le paiement en Bitcoin ou en Ether. Donc, on est un peu bloqué, ne serait-ce que pour les cotisations. Mais ensuite, je pense que ce sera possible à partir du moment où ce sera officiellement reconnu comme un moyen de paiement. Peut-être qu'on pourrait avoir des primes au début en Bitcoin ou en crypto. Mais pour ça, je pense qu'il faudrait une évolution d'abord de la manière dont les pouvoirs publics voient ces technologies-là. Et il faudrait que la régulation soit, à mon avis, parfaitement encadrée pour pouvoir faire entrer les crypto-monnaies comme un outil légitime. Et voilà. Et ça pose aussi des questions en termes de droit du travail, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux recevoir mon salaire en Bitcoin? Est-ce que je suis obligé? Est-ce que c'est une option? Est-ce que mon employeur peut me l'imposer? Enfin voilà, ça pose plein de questions aussi. À ta connaissance, en dehors de la France, dans des pays qui n'ont pas la chance de connaître l'URSSAF, ça existe déjà ou Alors, moi, je connais des entreprises qui ont versé une partie des salaires en crypto. D'accord. Une sorte de prime pour en être crypto. honnête, voilà, mais je ne sais pas du tout si c'était fait dans un cadre totalement légal ou pas. Donc, je ne veux pas me prononcer sur la question. C'était aux États-Unis, j'imagine. En l'occurrence, non, c'était en Europe, mais il doit y en avoir aux États-Unis aussi. Ouais. D'accord. Anseka 97121 nous demande est-ce qu'il y a des projets blockchain en Europe qui apparaissent comme des game changers à l'image de ce qu'est l'Ether aujourd'hui? Alors, pour arriver au niveau de l'Ether, ça me semble compliqué. J'ai pas en tête de projet protocolaire qui pourrait être intéressant, mais il y a beaucoup de projets au niveau de la DeFi qui sont, à mon sens, assez prometteurs. Je pense à Paraswap, par exemple, qui a été créé par des Français. J'ai pas de projet en tête à vous citer, et puis je suis embêtée parce que je veux pas non plus faire de conseils en investissement et vous dire de mettre tout votre argent dans tel ou tel protocole. Donc non, je ne souhaite pas citer de projet particulier. J'ai quand même l'impression que l'Ether te paraît plutôt intéressant conceptuellement. Oui, après c'est la numéro 2 en termes de market cap après Bitcoin, donc forcément c'est assez reconnu. Ce qui est intéressant avec Ethereum, c'est qu'il y a quand même tout un écosystème derrière qui est très dense, avec beaucoup de standards déjà établis, avec des outils pour les développeurs qui sont aussi intéressants. Quand vous développez sur Ethereum, par exemple, vous avez plein de choix possibles pour les wallets, donc les portefeuilles que vous utilisez, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres blockchains. Après, voilà, je ne mettrai pas non plus ma main à couper qu'il n'y aura que Ethereum et rien d'autre. Mais je dirais qu'Ethereum est bien parti, en tout cas, pour devenir une blockchain, un protocole de référence en termes d'applications financières. Ouais. J'ai toujours pas compris si on dit Ether ou Ethereum, dans quel cas Alors, l'Ether, c'est la crypto-monnaie. C'est-à-dire quand vous dites j'achète de la crypto-monnaie, c'est j'achète de l'Ether. Par contre, Ethereum, c'est le réseau qu'il y a derrière. Donc, une application financière, par exemple, elle fonctionne sur Ethereum. C'est très clair. Alors effectivement, TIF991 nous rappelle que les blockchains utilisant le Proof of Work sont très polluantes. Comme tu l'évoquais, les blockchains utilisant le Proof of Stake ne consomment presque rien. Et il note que l'Ether va bientôt passer en Proof of Stake, justement, avec sa version Ether 2.0. C'est exact. Alors après, il ne faut pas non plus s'imaginer que le Proof of Stake, c'est la panacée et c'est parfait. Hein. C'est pas forcément le cas non plus. Le Proof of Stake, ça pose d'autres questions parce que ça signifie que vous pouvez, si je simplifie, vous pouvez participer à la validation des blocs de transaction en mettant en séquestre une partie de vos crypto-monnaies. Donc si on prend Ethereum, ça veut dire que vous pourriez devenir mineur d'Ethereum si vous mettez vos Ethers en séquestre. Donc en gros, ça signifie que si vous avez beaucoup de crypto et si vous êtes riche dans cette crypto-là, potentiellement vous avez plus de poids dans la communauté, dans la validation des blocs. Donc voilà, c'est peut-être une philosophie un peu plus, je ne vais pas dire capitaliste, mais... mais ça veut dire que ça apporte un rendement, que l'Ether peut apporter un rendement si on le place sous séquestre un certain temps, donc qu'on l'épargne. Tout à fait, mais globalement, être mineur, c'est une forme de... Je ne vais pas dire que c'est une forme de rendement, mais il y a un peu de ça aussi. Sur Bitcoin, quand vous êtes mineur, vous ne le faites pas non plus par
par sympathie envers le réseau, vous le faites parce qu'il y a une rémunération en Bitcoin pour les mineurs. Mais vous fournissez un effort, tandis que vous là, fournissez de l'électricité. Oui, d'accord. l'électricité. C'est un investissement en électricité et pas en crypto, effectivement. Alors, ADRPIK. Il y a des surnoms qui ont l'air sympas. Ne serait-ce pas dangereux pour notre système économique actuel de blockchainiser la circulation de l'euro ou du dollar? Ne vaut-il pas mieux ne pas savoir ce qui est fait de l'argent que l'État envoie dans les pays étrangers, et également ne pas savoir la quantité de monnaie imprimée à des fins de stabilité économique qui nous dépasse sûrement? Et il nous précise que malgré ces interrogations, il est pro-crypto. C'est une bonne question. Alors pour être honnête, on dépasse un peu mon champ de, mon champ de compétences. C'est plus une question économique et philosophique qu'une question purement crypto ou technique. Ça pose la question aussi de à quel point on veut de la transparence. Est-ce qu'on a... Aujourd'hui, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une forme de frustration sur la manière dont fonctionnent les banques centrales et l'impression de monnaie. Aujourd'hui, c'est très opaque. En fait, les banques centrales, vous n'élisez pas votre banquier central et globalement, ça fonctionne un peu comme une boîte noire, quoi. C'est-à-dire que voilà, on décide ou on ne décide pas d'imprimer plus de monnaie. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être un besoin aujourd'hui de plus de transparence. Après, est-ce qu'il faut aller dans un extrême inverse? Je ne crois pas non plus. Je pense pas non plus qu'il faille viser une disparition du cash. Je pense on a aussi besoin d'avoir des formes de monnaie qui ne sont pas traçables parce qu'on n'a pas non plus envie d'un État Big Brother. Donc oui, ça pose plein de questions en termes de confidentialité versus transparence, mais on ne peut pas avoir une totale transparence et en même temps respecter la vie privée, c'est pas possible. Donc il faut arriver à trouver un juste milieu. Un arbitrage entre les deux. Prime Gaming Clemser nous demande: que pensez-vous du RSR, le protocole du RSV qui propose de créer un stablecoin sur actifs tels que l'or, le dollar ou le bitcoin, le yuan, l'euro, etc. Alors écoutez, je vais être hyper honnête, je ne le connais pas, donc je ne vais pas vous raconter de bêtises. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a 4-5 ans, c'était possible de tout connaître. C'était possible de connaître tout l'écosystème, tous les projets, la plupart des cryptos prometteuses. Aujourd'hui, c'est pas possible parce qu'on est sur un système qui est vraiment en ébullition. Il y a littéralement des milliers de cryptos, quoi. Voilà, donc moi j'apprends l'existence de nouveaux projets tous les jours et même en étant à plein temps là-dessus, j'ai juste pas la possibilité de tout connaître. Donc voilà, je suis navrée de ne pas pouvoir vous donner un avis très éclairé. Peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui ont un avis plus précis que le mien. Alors, je pense qu'il y a pas mal plutôt de profanes tels que l'apprenti Tom. Bonjour, par quoi commencer quand on veut commencer et que l'on n'y connaît rien? Alors, j'imagine que par commencer, on entend investir dans de la crypto. Ouais. Alors, moi, ce que je conseillerais, c'est de ne pas jouer les apprentis traders, c'est-à-dire de pas s'inventer des compétences de trading quand on n'en a pas. Voilà, moi je suis pas trader, j'ai pas de compétences de trading. Donc ce que je conseille aux gens qui veulent commencer, c'est d'investir un petit montant, ou en tout cas un montant qui est raisonnable tous les mois pour lisser son investissement. Une somme dont on n'a pas besoin dans sa vie quotidienne. En tout cas, une somme qu'on peut se permettre de perdre. Voilà. C'est-à-dire, si jamais c'est divisé par 2, il ne faut pas que ça ait une conséquence importante sur votre niveau de vie, par exemple. Donc une somme qu'on peut se permettre de perdre, une somme qu'on veut épargner. Donc je conseillerais de voir ça plus comme un outil de diversification d'épargne et de se dire, voilà, tous les 5 du mois, je vais investir, j'en sais rien, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, ça dépend de votre niveau de vie, dans la crypto. Et je conseillerais de plutôt commencer par les cryptos les plus connus. Donc globalement Bitcoin, Ether, et puis vous pouvez prendre la liste des 5 ou 10 premières cryptos en termes de capitalisation et vous concentrer sur celle-là. Mais voilà, moi c'est par exemple ce que je conseille à ma famille ou à mes amis, c'est d'investir le même montant tous les mois dans globalement Bitcoin et Ether, pour faire simple, et de pas regarder les cours toutes les 2 heures parce que sinon on devient fou, sauf si vraiment vous avez que ça à faire et que vous voulez devenir un trader professionnel. Mais sinon voilà, faites quelque chose de sain. Et après en termes un peu concrets pour savoir dans quoi investir, en termes de plateforme, l'idéal c'est d'aller sur le site de l'AMF et de regarder les plateformes qui sont agréées, donc prestataires de services en actifs numériques. Donc vous en avez plusieurs, vous avez CoinHouse, vous avez Pemium,
Vous avez Stackinsat qui vous propose de l'épargne mensuelle dans Bitcoin. Enfin voilà, je ne vais pas toutes les citer, mais vous avez plusieurs options. Après, voilà, il y a aussi des plateformes américaines ou chinoises qui sont très connues, mais pour des raisons aussi de soutien à l'écosystème, moi je conseillerais plutôt de privilégier les acteurs français qui en plus peuvent vous fournir aussi du contenu de qualité en français sur les cryptos et vous permettre donc de comprendre un peu mieux ces sujets-là. Et ensuite, vous avez des médias spécialisés sur ces sujets en français. Aujourd'hui, ce n'était pas forcément le cas il y a 5 ans, mais aujourd'hui, vous avez des médias comme Cryptost, comme le Journal du Coin, etc., qui fournissent du contenu intéressant dans lequel vous pouvez fouiller pour vous faire votre propre avis. D'accord. Je rappelle effectivement, on va sur le site de l'autorité des marchés financiers retrouver les listes blanches de l'AMF et là, il nous liste tous les PSAN donc autorisés en France et réglementés. Tout à fait. Et après, oui, j'ai pas précisé, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez donc laisser vos cryptos sur cette plateforme-là, qui du coup devient une sorte de banque de crypto pour vous, ou vous pouvez choisir de les retirer pour les posséder vous-même de manière numérique sur votre ordinateur ou sur ce qu'on appelle un ledger, qui est une sorte de clé USB. Alors ça coûte un peu d'argent, hein, ça coûte je crois une cinquantaine d'euros ou un peu plus un ledger, donc si vous investissez que 10 euros en crypto, ça vaut pas le coup. Mais si vous investissez des montants significatifs, ça peut être intéressant d'avoir un ledger pour détenir vos crypto-actifs sur cette sorte de clé USB avec des procédures de récupération de mots de passe qui sont assez sophistiquées s'il y a besoin. Oui, parce que sinon, ça revient à posséder physiquement une monnaie virtuelle si on perd la clé ou le disque dur. C'est ça. Si vous ne faites pas, si vous souhaitez retirer, c'est un peu comme du cash. Voilà, si vous perdez du cash, vous l'avez perdu et c'est votre responsabilité. Donc c'est pour ça que là maintenant il y a des outils qui sont assez bien faits qui vous permettent de récupérer vos mots de passe si jamais vous les avez perdus. Peut-être une dernière question sur les fondamentaux, Claire. C'est Anseka 9721 de nouveau qui nous demande qu'est-ce que c'est qu'un oracle dans la blockchain. Alors un oracle, c'est une sorte de logiciel, si je le dis comme ça, même si c'est pas exactement techniquement un logiciel, qui va aller chercher des données extérieures à la blockchain. Donc ça peut être des données, par exemple météo, pour faire simple, et qui va les envoyer dans la blockchain pour activer une transaction. Qui va les envoyer à ce qu'on appelle un smart contract, qui est donc un programme qu'on va mettre dans la blockchain pour automatiser des transactions selon des conditions prédéfinies. Et donc dans l'exemple que je donne, ça peut être une assurance pour les agriculteurs, par exemple, qui dit que s'il n'y a pas de pluie pendant un mois de suite, par exemple, ils vont être remboursés. Et donc là, l'idée, c'est que l'oracle permettrait d'aller chercher une source de données externe, publique et fiable, qui va permettre de déclencher ou de ne pas déclencher la transaction. Et donc les oracles sont assez déterminants en fait, parce que c'est aussi ces sources de données-là qui vont assurer la fiabilité de ces programmes. Super. Claire, on va te libérer. Merci infiniment. C'était extrêmement clair. Moi, j'ai appris énormément de choses. On a vu qu'il y a énormément d'usages derrière ces crypto-monnaies, qui c'est pas seulement un objet de spéculation, d'emballement, peut-être sur les marchés tels qu'on le voit aujourd'hui. Et je pense qu'on aura tous beaucoup appris. Merci encore. De rien. Merci à tous pour votre participation et merci pour l'invitation. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors on va maintenant joindre Vincent Gann qui est analyste senior chez TradingView France. Donc on va plus peut-être parler de cours, de tendances, de prix. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Je te mets à l'écran tout de suite. Voilà. Ravi de rejoindre cette émission au passage après une bonne demi-heure sur les fondamentaux. On a toujours envie de poser davantage de questions. C'est vrai qu'on l'aurait gardé encore dans ton émission. Avec grand plaisir, c'est nous qui te remercions de venir nous faire partager ton expertise sur ce marché.
Comment va le Bitcoin aujourd'hui? Alors, le CAC 40 est vraiment en difficulté, mais on voit que les cryptos se tiennent plutôt bien d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'est un bon hasard ou pas, je sais pas, que l'émission ait lieu maintenant, parce que depuis une demi-heure, une heure, le marché est en train de repartir à la hausse, bon, notamment les halts. Alors, comment va le Bitcoin? Comment te répondre? En fait, le Bitcoin, il a le même état de santé depuis maintenant 2 mois et demi, voire même 3 mois. Ça fait 3 mois qu'il est orange. Voilà, il est bloqué sous les 60 000 dollars. Alors, il n'est pas parti en crack, ni en correction, ni en chute violente, même s'il y a parfois des décalages sur une 60 000 semaine de dollars, c'était son 20-25%. record historique. Voilà, exactement, 60 000 dollars, son record historique. Il bloque sous ce niveau depuis la fin du mois de février. C'est un trading range. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce trading range, et là, ceux qui suivent le marché des cryptos le savent, a laissé la place à une saison des halts, et une saison des halts vraiment intéressante, avec la chute du poids du Bitcoin dans la capitalisation boursière. Donc, actuellement, le Bitcoin est en pause et il a passé le relais aux altcoins. Alors, c'est cyclique, ça ne Peut-être durera rapidement, pas actuellement. rappeler un altcoin. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, concrètement, au sein du marché des cryptos, il y a le Bitcoin qui est le leader, le plus important. Bon, son rôle, c'est d'être un moyen de paiement. Et à côté de ça, il y a tous les autres jetons, tous les autres projets sur d'autres blockchains, ce qu'on appelle donc les altcoins. Il faut voir ça comme finalement une sorte de secteur à part, le Bitcoin et la catégorie des alts avec un certain nombre de sous-secteurs. Et en fait, depuis 2 mois et demi, ce sont ces alts qui avancent, qui voient leur capitalisation boursière augmenter et qui enlève un peu du poids relatif au Bitcoin au sein de la capitalisation boursière. J'ai des graphiques, hein, je peux illustrer à tout moment s'il y a besoin, n'hésite pas. Oui, ben, par exemple, la part du Bitcoin dans la capitale Alors, totale des cryptos. alors, je vais montrer ça, je vais juste, que je fasse pas de bêtises pour partager l'écran, voilà, partager mon écran, c'est parti. Normalement, on voit un de mes écrans, si ça fonctionne bien. Oui, normalement ça C'est le passe. cas? Oui, oui, c'est le Super, cas. Donc impeccable. on a le Alors, Bitcoin, la ligne bleue supérieure. alors je vais répondre à ta question. Alors, ce que vous avez sous les yeux, là, c'est un comparatif des performances depuis le début de l'année, c'est-à-dire to date. Donc, effectivement, on voit que le Bitcoin est performant, mais je vais répondre à ta question du poids du Bitcoin dans la capitalisation boursière totale. Alors, je vais me rendre sur ce graphique. En fait, c'est assez étonnant parce que depuis le début de l'année, le Bitcoin a quand même fait de nouveaux records historiques, hein. Je vous rappelle qu'en décembre dernier, c'était 20 000, son record historique. 2 mois plus tard, on se retrouve à 60 000. Mais en parallèle de ça, voilà ce qui se passe. Ce que vous avez sous les yeux, c'est ce qu'on appelle la dominance du Bitcoin, c'est-à-dire le poids du Bitcoin au sein de la capitalisation boursière des cryptos. Et regardez, c'est la chute libre. C'est la chute libre. Et ça montre qu'en fait, les capitaux notamment institutionnels, ne vont pas uniquement sur le Bitcoin, les capitaux des traders privés aussi, mais qu'ils se répartissent sur l'environnement des alts. Et ça, c'est une maturité en plus. Ça montre un degré de maturité en plus de ce marché par rapport au précédent bull run qui s'était terminé fin 2017. Et donc, le C'était mal poids, terminé d'ailleurs pour Bitcoin à l'époque. alors oui, exactement, qui s'était mal terminé. Bon, en gros, la grande différence entre l'accélération de 2017 et ce qui se passe là depuis un an, c'est le poids des traders privés. C'est-à-dire qu'en 2017, c'était essentiellement les traders privés particuliers qui avaient poussé le mouvement. C'était une bulle. Les institutions étaient très très peu présents. C'était à peine le début des contrats à terme. Maintenant, la hausse depuis un an, on sait que le flux institutionnel explique l'essentiel de la hausse. C'est la différence majeure. Et donc voilà, je te remonte ce graphique sur les derniers mois, la chute de la dominance du Bitcoin. Et ça laisse la place à d'autres jetons. On les voit d'ailleurs aujourd'hui, hein, il y a d'ailleurs des fortes hausses. C'est un passage de relais, un passage de témoin. En attendant, le cours, lui, du Bitcoin, il est, je vais le montrer ici, à gauche en bougie japonaise hebdomadaire, à droite en bougie journalière. Depuis 2 mois, il est flat, il est en trading range, et ce qui est pour moi une très bonne chose pour la construction de la tendance. Donc voilà comment il va pour répondre à ta question. D'accord. Alors tu le disais, effectivement, le poids le Bitcoin est très haut, mais son poids diminue parce que les autres altcoins accélèrent. TIF 991 nous rappelle que la capitalisation de l'Ether monte en flèche. Il pense qu'il va très probablement dépasser le Bitcoin dans le long terme, car il a des utilités dans le monde réel, contrairement au Bitcoin. Alors c'est Oui, l'avis ce de sont TIF les 991, mais...
Oui, alors à l'instant, je sais que vous en avez parlé sur le plan des fondamentaux. Tout le monde se demande si il peut y avoir un rééquilibrage à long terme. Vincent? On a un petit souci. Qui compare, je ne sais pas si on le voit bien, la dominance du Bitcoin et celle de l'ETH. Et donc, Excuse-moi, Vincent, on effectivement, t'a perdu quelques instants. Je pense qu'il faut qu'on Ah, qu'on revienne. Désolé. Euh, d'accord. En gros, Alors, l'Ether par rapport au Bitcoin, est-ce que l'Ether va un jour rattraper le Bitcoin? alors déjà, il est dans une phase de rééquilibrage. Alors, le graphique n'est pas tout à fait à jour, on a même dépassé ce seuil-là, mais la chute de la dominance du Bitcoin s'accompagne d'une remontée sensible depuis quelques semaines de celle de l'Ether. Première étape, tendre vers la situation de janvier 2018, où il n'y avait plus que 10 points de pourcentage qui les séparaient en termes de poids sur ce marché. Maintenant, à très long terme, c'est toujours le débat là, plutôt fondamental. Est-ce que le Bitcoin est détrônable? Est-ce que peut-on détrôner le Bitcoin si il y a une blockchain qui peut le faire à long terme? C'est très probablement, même très sûrement Ethereum. Pour moi, je pense qu'on va tendre vers un rééquilibrage, tout simplement parce que je pense que Bitcoin restera quand même, à la base, si on remonte à la genèse, c'était son rôle d'être un moyen de paiement, et je pense quand même qu'il va continuer de s'imposer en tant que moyen de paiement. Ethereum, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, le spectre de projets est plus varié, et pourquoi pas les voir coexister à très long terme. Mais en tout cas, là, dans l'immédiat, on tend vers la situation de janvier 2018, et c'est vrai que là, l'Ether surperforme fortement, et le potentiel de rattrapage de l'ETH vis-à-vis du BTC, pour moi, il est encore très important à moyen long terme. Il y a encore de la marge donc sur l'Ethereum. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, alors, qu'est-ce que tu penses? On nous a parlé, c'est Talaz, du Shiba Inu Token. Oh là, alors je suis pas tous les. Je sais que c'est énormément de tokens à la mode un jour sur l'autre. Je les suis pas tous. Honnêtement, j'en fais même pas le suivi. J'en fais même pas le suivi. Il est pas dans le spectre de ceux que je suis. Désolé, Le Safe surtout Moon, que Internet en parle beaucoup là ces jours derniers. C'est Is 11 qui nous demande. c'est pareil, ça fait partie des. Moi, je fais vraiment le suivi des majeurs. Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les majeurs, top 10, top 15. Euh, un graphique, ça se travaille en amont. L'idée, c'est de ne pas dire des Bien bêtises. sûr. Donc voilà, c'est top Donc 10, top 15. J'ai un bon suivi technique, n'hésitez pas. voilà, pour les questions de technique de prix, de où vont les bitcoins, plutôt donc sur les grosses devises. Parce qu'effectivement, il y a cette Alors, effervescence des ouais. altcoins. On a l'impression qu'il y en a 10 par jour qui arrivent. Et c'est pas toujours. Ça peut Alors, être un peu dissuasif en fait en, euh, pour les. En fait, pour dresser un tableau actuel, voilà où est-ce qu'on en est. Il y a toujours le Bitcoin, leader. Leader parce que c'est surtout là où sont les institutionnels, via les contrats à terme, les contrats d'option. Leader parce que la finance d'entreprise qui s'est ouverte aux cryptos pour gérer leur trésorerie, c'est d'abord sur le BTC. On a vu avec l'exemple avec Tesla. Bon, jamais les cryptos n'en seraient là où elles sont maintenant sans cette adoption progressive par Wall Street. Ensuite, il y a Ethereum. Bon, Ethereum, voilà, numéro 2, très bien. Et donc, on a le début d'un processus de rattrapage, mais ça va prendre encore un certain temps. Ici se concentrent les flux institutionnels. Ensuite, surtout, entre guillemets, j'exagère un peu, il y a d'autres majeurs. On peut citer le BNB cette année. Mais ensuite, au-delà, on a tout un éventail Le BNB, de c'est. jetons. Alors, c'est le Binance Coin, c'est D'accord, Binance Coin. l'utility token de Binance, pardon. Et donc, tout le reste, en fait, on a tout un éventail de tokens, de jetons, qui sont en fait, pour le moment, quasiment exclusivement portés par la demande privée, par les traders particuliers. Et en fait, ce qui s'est passé sur le BTC en 2017, pour moi, ne peut plus se passer parce qu'il s'est institutionnalisé, mais la plupart ensuite des halts ne se sont pas encore institutionnalisés. Et le risque, en fait,
de décalage, de correction, parce que le bull run aura un terme, le Bitcoin entrera en range, mais les halts qui sont montés uniquement par la demande privée sur de la spéculation peuvent encore faire des moins 50, moins 60, voire des retours à la case départ. Donc voilà comment on peut mapper le marché, le BTC, Ethereum, parce que vraiment ça s'institutionnalise. Ensuite 3-4 majeurs, et après moi je mets vraiment le reste dans la catégorie spéculation. Zagato 920, Zagato 920 va encore plus loin que toi. Ces autres altcoins, ils les appellent, je ne vous fais pas la traduction, mais en anglais c'est shitcoin. Oui, tout à fait. Voilà. Disons que c'est un effet d'entraînement. Alors on peut toujours, il y aura toujours des supporters, des fans, on peut toujours trouver des fondamentaux, mais c'est comme finalement, c'est comme si on mettait des petits chures comme ça en colonne. C'est le premier sucre qui tombe, tout tombera d'un coup. Viendra le moment où BTC et Ether vont arriver au bout de leur bull run actuel, puis vont rentrer dans une phase de stabilisation. Et c'est là où tous ces jetons qui sont montés sans véritable accroche fondamentale risquent d'être en difficulté. Donc voilà, il y a quand même encore une énorme dimension spéculative, mais ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, la dimension spéculative, elle a en grande partie quitté les leaders, alors et elle est passée sur 2015-2000. Exactement, donc c'est une étape de plus vers, je dirais, l'acceptation des cryptos par la haute finance comme une classe d'actifs à part entière. Et pour l'instant, cette acceptation, elle se concentre vraiment sur là où les traders institutionnels peuvent aller, tout simplement là où sont disponibles avec suffisamment de liquidité des contrats futurs, des contrats à terme. Et puis, écoutez, c'est BTC et ETH en grande partie pour le moment. La nature de la demande, il faut toujours faire attention à ça, comparer le poids de la demande privée, le poids de la demande institutionnelle. Et si on a un jeton vraiment soutenu par 99% de demandes privées, sans aucun fondamentaux derrière, c'est là où il existe encore un risque de drawdown de 60, 70, 80%. Voilà, le drawdown, c'est de baisse par rapport au pic. Donc, alors, oui, le drawdown, c'est... alors d'ailleurs, je dois traîner par ici. Le drawdown, je l'avais déjà partagé, je vais le remontrer. Le drawdown, l'idée, c'est de s'intéresser aux statistiques de volatilité. Les cryptos, ça reste hyper volatile. On en est au tout début de l'acceptation par la haute finance. Mais dans un portefeuille institutionnel, ça ne peut pas dépasser 1 ou 2% de poids. D'ailleurs, c'est ce que disent les gros qui l'ont adopté. Pour quelle raison ? Parce que c'est beaucoup trop volatile. Même le BTC, si on compare ça à la volatilité du marché action, du Forex, c'est sans équivalent. Il faudra encore des années. C'est plusieurs ordres de grandeur par rapport à la volatilité des actions. Exactement. Alors, ce qu'on appelle le max drawdown au sein d'une année, ça va être le décalage maximum qu'on a au sein d'une année. Imaginons, je monte de 20 à 100, mais j'ai fait 20-80 et je suis retombé à 20 et ensuite à 100. Il y a quand même eu un décalage de 60 à un moment ou à un autre. Et donc, ce que vous avez sous les yeux, je l'avais partagé, c'est le max drawdown sur le BTC depuis 10 ans. On est toujours sur les plus. J'ai toujours les capis là, pardon. C'est bizarre. Là, normalement, on voit le graphique du max drawdown. Et donc, en bull run, c'est 25-30% maintenant. Et les anciennes statistiques de décalage du BTC, pour moi, elles ont été transférées maintenant au alt, tout simplement parce que la nature du flux, du volume, du flux a changé. C'est la grande nouveauté, en fait, depuis quelques mois. D'accord. Alors, je ne sais pas si là on voit bien mon écran. Ouais, c'est Bitcoin. On revient sur le Bitcoin. Super, impeccable. Alors, justement, ADRPIC ou ADRPLK se réfère à la dernière vague du bull run en 2017, donc la dernière phase d'ascension du Bitcoin, était caractérisée par une baisse de la dominance du BTC. Est-ce que tu penses que cette baisse, donc à nouveau le poids du Bitcoin qui diminue par rapport aux autres cryptos, est-ce que c'est un signal d'une dernière vague ou est-ce qu'on va revoir une nouvelle baisse encore sur le Excellente question. Pour moi, justement, c'est le baromètre majeur. Depuis le début de l'année, la saison des halts montre, les troupes suivent le général, c'est très bien.
Et la dominance du BTC a vraiment fortement chuté. Moi, d'une certaine façon, Bitcoin, c'est pas du tout une valeur refuge par rapport à son comportement au sein des marchés financiers. Mais au sein du marché crypto, je pense que lorsqu'on va arriver à la fin de la alt season, vraiment à une phase de grosse prise de bénéfices sur les alts et de fortes corrections sur les alts qui sont montées sur du vent, et bien c'est là où le BTC va, au sein de ce marché, prendre son statut d'actif refuge. Et là, oui, la dominance remontera. Donc moi, je pense que là, la dominance du BTC, elle va aller chercher son creux sur les 35-40. On n'est pas loin d'un renversement. Et le jour où, techniquement, on a un renversement haussier sur la dominance, eh bien oui, là, c'est la fin des halts. Et c'est même possible, d'ailleurs, qu'à ce moment-là, le BTC aille chercher un ultime top, parce que je pense qu'on ne s'est pas fini à 60 000, donc je sais pas, 75, 80, et ensuite entrer à nouveau dans une phase de plateau. Donc c'est une très bonne question. Cette dominance, c'est bien plus qu'un chiffre, c'est pour moi un baromètre de l'état de santé actuel du marché et la façon dont les flux se répartissent. Erim Chazen, sur le stream, nous pose une question. Il s'intéresse un peu à ta petite cuisine, la façon dont tu fais tes analyses. Vincent, pourquoi paramétrez-vous la Kijun-sen sur 27 sur votre Ichimoku? Ah oui, c'est le débat. C'est le débat en fait permanent. C'est une excellente question. Alors, je vais revenir ici sur le chart. Alors, c'est pas la Kijun-sen, hein, j'imagine qu'il doit faire référence à la lagging span, je pense, ou au Shiniku. Certainement. Pas la Kijun-sen. En fait, c'est une question de définition. C'est Shinku ou lagging span, on peut appeler ça comme on veut, c'est le cours de clôture actuel translaté 26 périodes dans le passé. Mais faut-il compter la bougie du jour ou directement décaler d'une? Moi, je considère justement qu'il faut décaler d'une. Et donc, je mets 27. Alors, parfois, ça peut faire des différences, mais c'est ce que j'ai observé par expérience et c'est ce qui me semble logique. Après, il y a deux écoles. Comment la pointer, cette lagging span, par rapport à ce décalage de 26, mais faut-il compter la première bougie ou pas? Moi, je considère qu'il faut mettre 27, justement, pour bien tenir compte du décalage d'un. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais il y a les deux écoles, et aucune des deux approches n'est ridicule. Donc, pourquoi pas de temps en temps jongler entre les deux si on voit vraiment ou s'assurer que le message soit le même. Enfin, en tout cas, voilà ma réponse. Et c'est bien le Shinku et pas la Kijun, je pense, hein, sur la question. Je suis sûr qu'Erim Chazen est comblé par ta réponse. Peut-être un certain nombre d'entre nous, ça survole un peu nos compétences, mais il en faut pour tous. Peut-être rappeler justement donc, les bougies qui représentent la variation de chaque séance du Bitcoin, c'est ça? Oui. C'est sur combien de temps on peut en acheter et en vendre à toute heure? C'est sur 24 heures où il y a des horaires? Alors, c'est une bonne question. Je dirais, globalement, ça dépend. Il y a deux façons d'aller investir. Il y a le marché au comptant, le marché spot. Et là, effectivement, c'est toute la semaine, même le week-end, puisqu'en fait, il n'y a pas de bourse centralisée, c'est le principe des crypto-monnaies, c'est complètement décentralisé, il n'y a pas une bourse unique avec des horaires de trading, d'ouverture et de fermeture. Ça, voilà. Et ensuite, à côté de ça, il y a les contrats à terme Bitcoin ou d'autres cryptos qui là, eux, sont émis, contrats à terme, contrats futurs, par des bourses centralisées. Je pense à la bourse de Chicago, mais il y en a d'autres. Et donc ces contrats à terme, eux, ont des horaires d'ouverture et de clôture, ne codent pas le week-end. Donc voilà, mais le marché spot, qui est quand même sous-jacent à tout, c'est 7 jours sur 7. Et d'ailleurs, c'est souvent pourquoi il faut se méfier des mouvements du samedi et du dimanche. Parce qu'il y a beaucoup moins de volume. Alors, c'est surtout que le samedi et le dimanche, c'est la demande privée qui va accaparer le marché. Les instituts, eux, vont revenir lundi et souvent, ils peuvent aller à l'envers de ce qui a été, entre guillemets, décidé par la demande privée le week-end. Mais bon, sinon, c'est 7 jours sur 7. Ouais. D'accord. Donc, attention aux mouvements sur les crypto-monnaies le week-end qui peuvent être assez brutalement corrigés le lundi. Oui, puis des pièges. J'ai vu des pièges techniques importants le week-end. Ouais, tout à fait.
En termes justement de pouvoir d'investissement, Colinka18 nous demande, vu la capitalisation aujourd'hui du Bitcoin, combien il faut acheter ou vendre, quel que soit le sens de l'ordre, de Bitcoin pour faire vraiment bouger le marché. Franchement, honnêtement, c'est un exemple récent. Tesla, qui a investi, je ne sais plus si c'est 1,5 milliard ou 2 en BTC il y a plus d'1 an, a récemment cédé une partie de ses BTC. Une toute petite partie, pour justement tester le marché, tester la liquidité. Et ça n'a créé aucun décalage. Donc ce marché s'est institutionnalisé. Il y a un réflexe d'ailleurs by the dip des gérants qui n'y sont pas dès que ça corrige. Donc franchement, je ne vois pas, à moins d'avoir une alliance de tous les gros fonds, de toutes les baleines, les mains fortes, vendre en même temps pour assécher la liquidité dans les carnets. Mais là, enfin, vendre 10, 15, ça créera strictement aucun décalage. Et je ne suis pas certain qu'un seul acteur institutionnel ait le moyen de faire décaler maintenant ce marché à lui tout seul. Voilà, ça me paraît beaucoup moins probable et possible en fait que par rapport à 2015-2017. D'accord. Alors, on a une autre question qui fait référence à 2017. On voit que c'était quand même un peu un certain traumatisme. C'est vraiment en 2017, on rappelle l'année où on a commencé à entendre parler vraiment autour de soi, à la cantine, le chauffeur de taxi, tout le monde avait le mot Bitcoin à la bouche. Ouais. La performance de l'année, c'était plus de 1140%, je crois. Ouais. 2018, on a eu un drawdown là, pour le coup de 80 ou 90%. Donc ceux qui avaient acheté au pic en 2017 se sont retrouvés avec un dixième pratiquement de leur investissement. Il y a un peu cet événement qui a été traumatisant. Alors en fait, c'est ce que tu viens d'écrire, c'est tout à fait la réalité statistique du BTC. C'est très rentable, ça fait des performances incroyables, mais il faut accepter en parallèle de ça l'envers du décor, la part d'ombre, c'est-à-dire la volatilité. Le mouvement dont tu viens de parler est ici. Là, j'ai le cours du Bitcoin en bougie mensuelle depuis le tout début, les premiers centimes. Voilà le gros bull run de 2015-2017 où il y a eu vraiment là l'arrivée des traders privés et le tout début de l'explosion des ouvertures de comptes de trading chez les particuliers pour s'y investir. Et voilà le moins 80%, de l'année 2018. Je suis sur un graphique. C'est pas une échelle oui, c'est une échelle logarithmique, voilà, c'est ça. En pourcentage. Peut-être si on le met en échelle, voilà. Voilà, c'est le prix brut. C'est tout de suite plus délicat. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est habituel, c'est dans la construction du mouvement. Et ça, pour le coup, ça va encore durer un certain nombre. Raison de plus pour soigner son timing, mais même au-delà de ça, pour pas de levier. Enfin, franchement, honnêtement, je sais qu'il y en a qui vont avec l'effet de levier. C'est déjà suffisamment volatile pour y aller avec un levier de 1. Quoi. C'est déjà bien. Et est-ce que tu penses qu'on peut quand même connaître un bear market aussi violent que 2018 après la rentrée des institutionnels? C'est un nouveau TIF 991. Ou une telle chute une chute de cette ampleur maintenant te paraît-elle exclue ou ça peut se reproduire dans les mêmes proportions? Alors, moins 80, je pense pas. Le worst case scénario, vraiment le scénario du pire, imaginons, je sais pas, pour une raison X, où le marché action décroche, ou une grosse réglementation qui vient freiner aux États-Unis l'engagement des gérants institutionnels. Le pire scénario, ce serait un retour au précédent record historique, le mouvement des 20 000, le niveau de prix des 20 000. Bon, qui était fin 2020, quoi, c'est à peu près. Alors, on l'a dépassé en décembre 2020, mais il avait été atteint ici à la fin de l'année 2017. Moi, j'ai plutôt le sentiment maintenant, puisque plus le temps passe, plus certains fonds s'ouvrent au contrat à terme BTC, qu'il va y avoir ce réflexe d'acheter les creux. Un moins 80, moins 70, franchement, j'y crois pas. Et si ça devait avoir lieu, c'est qu'il se passe quelque chose d'infrastructurel, il y a quelque chose de structurel qui change. Il y a un retour en arrière, en fait. Pour avoir un moins 80 sur le BTC, maintenant, il faudrait un retour en arrière au niveau de tout processus d'adoption des derniers mois. Ce serait une très mauvaise nouvelle. Par contre, un moins 30, il peut tout à fait le faire. Si je le prends en journalier, le Bitcoin ici, je vais prendre cet outil pour calculer les perfs. Voilà, c'est celui-là. Récemment, c'était mi-avril, il nous a fait en une semaine moins 27. Donc ça, par contre, ça peut arriver à tout moment, de moins 27, moins 30. Et il faut l'accepter parce que, quand bien même il y a l'augmentation de la participation institutionnelle,
moins 30, moins 35, il n'y a, aucune difficulté, aucun obstacle. SQLS Twitch revient sur un point technique, cette fameuse échelle log. Pouvons-nous avoir plus d'infos sur l'utilité de cette échelle logarithmique? Donc quand on affiche les variations du prix d'un actif, que ce soit le Bitcoin ou une action, un indice, tout ce qu'on veut, beaucoup d'analystes techniques tels que toi utilisent cette échelle par opposition à l'échelle orthonormée. Si tu peux un peu expliciter à quoi ça sert, qu'est-ce que ça apporte en plus? Alors, l'échelle logarithmique, elle est nécessaire lorsque sur un intervalle court, on balaye sur l'axe des prix complètement différents. Si je passe, je suis en début d'année, je vaux 10 centimes et je me retrouve en mars ou en avril à 500 ou 1000 euros, ça n'a plus aucun sens parce que lorsque je passais de 10 à 20 centimes, je doublais. Maintenant, je suis à 500, je passe de 500 à 500,20, je ne double plus du tout. La représentation graphique d'un point de vue absolu, l'échelle arithmétique, on va dire, ou additive, n'a plus aucun sens d'un point de vue de la gestion des capitaux. Parce que ce qui compte lorsqu'on investit ses capitaux sur un actif, c'est son évolution en pourcentage. C'est ça qui fait le gain ou la perte. Et donc, sur des marchés, notamment sur les alts depuis le début de l'année, il y a des hausses tellement verticales que si je suis sur une échelle arithmétique, eh bien, ça fait juste on voit plus rien. Ça fait 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes, et tout d'un coup, une hausse à 30 ou 40 en un mois, on ne l'aperçoit plus, on ne voit plus sa structure, on ne voit plus ses mouvements. Et donc, il faut passer en log pour vraiment percevoir la construction du mouvement. Je ne sais pas si je suis très clair, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à long terme, c'est forcément des graphiques en log, et à très court terme, en log, si sur un intervalle de temps court, sur l'axe des prix, on a balayé des prix complètement différents. Sinon, voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Ouais, c'est ce qui montre mieux la vélocité de chaque mouvement. Oui, tout à fait. C'est ce qui permet de voir concrètement. Prenons un exemple. Le Deutsche, comme tout le monde en parle, où est-ce qu'il se cache? Je l'avais quelque part. Il est là. Je l'ai ici à gauche. Le Dogecoin qui vaut 5 fois Renault en bourse, nous signale JL93. Et il se demande un peu si c'est normal. Qui prend 12%. Donc voilà, vous l'avez à gauche ici en hebdomadaire, en log. Parce que il y a à peine là quelques mois, ça valait quelques centimes. Maintenant, le prix est passé à 0,40, 0,50, presque 1. Tout le monde vise 1 d'ailleurs. Ça n'a plus aucun rapport. Si je passe sur une échelle régulière, voilà, ça fait juste un flat, une grosse hausse. Et même en log, on a encore du mal. Ça décompose un peu plus le mouvement parce que ça le fait en pourcentage. Bon, pour moi, Dogecoin, c'est une bulle. Même si ça doit aller à 1 ou pas. En cas d'entrer dans une phase de plateau, lorsque le bull run sera terminé sur BTC, ETH, franchement, je pense que pas trop cher de la peau du Doge. Il y a un vrai risque là, on peut faire moins 70. En fait, il n'y a pas de frein, quoi. Pas pour le moment, en tout cas. Des questions un peu plus larges sur le trading qui ne sont pas forcément l'objet du stream du jour, mais peut-être, comment je peux formuler ça? La question de Geralto69. Le trading sur les crypto-monnaies, est-ce que ça peut procurer des revenus importants? Tout dépend de combien on part. On est d'accord, chacun son point de vue, mais tirer l'essentiel de ce revenu du trading des crypto-monnaies, c'est presque un non-sens au niveau des marchés financiers, c'est beaucoup trop volatile. Après, moi, je vois ça comme du long terme, sans levier. Je ne suis pas du tout dans la partie trading, des alts. C'est quelque chose que j'observe de loin, mais moi qui me paraît, d'un point de vue de la gestion personnelle de mon épargne financière, je ne le ferai pas. Moi, mon approche crypto, c'est buy and hold, et c'est les majeurs et c'est sans levier. Ouais, ça rejoint tout à fait ce que recommandait également Claire tout à l'heure. Effectivement, Kutsunbe se demande comment la SEC américaine, le gendarme boursier américain, ne tombe pas sur Elon Musk au sujet de cette affaire du Dogecoin. Bon, il y aura un certain nombre de motifs pour tomber sur Elon Musk. C'est vrai qu'on peut s'étonner. Alors, en fait, la chose, c'est que Elon Musk, il travaille avec le gouvernement, il est complètement imbriqué.
projet spatial, tout ce qu'ils font, ils travaillent les mains dans la main. Donc je pense que c'est surtout pour ça, parce que ils travaillent avec lui, hein. C'est même un relais de la puissance américaine. Et puis au final, actuellement, le marché boursier international qui adopte le plus les cryptos, c'est pas le marché boursier européen, c'est pas les banques européennes, c'est vraiment un mouvement qui est beaucoup plus en dynamique aux États-Unis. Donc, bon, c'est vrai que c'est surprenant, mais ils s'y ouvrent vraiment à une vitesse importante. Et donc voilà, c'est pour ça que je vois mal maintenant la SEC ou un régulateur bancaire US tomber comme ça sur les cryptos. En Europe, c'est encore possible. Est-ce qu'on peut encore te monopoliser quelques minutes pour une dernière question sur le fameux Ether, Oui, donc bien sûr. la star montante, hein, on le comprend On un peut dire peu. ça, hein. MDR Lucky nous demande, voilà, cette dominance de l'Ether, elle est très attendue. Pourquoi les institutionnels ne sont pas encore présents à l'achat ou pas encore davantage présents, en tout cas sur l'Ether? Alors en fait, je répondrai de deux façons. Déjà, ils sont en train d'arriver dessus. Mais la raison principale, lorsqu'on se pose la question de la présence d'un institutionnel ou pas, c'est est-ce qu'il peut être présent? Est-ce qu'il peut s'y investir légalement? Et pour ça, il faut des contrats à terme qui soient listés, qui soient réglementés. Et donc les contrats à terme sur ETH sont arrivés bien après ceux de BTC, mais maintenant ils sont là. Il y a des options, il y a des contrats futurs, et maintenant une partie du flux institutionnel s'y dirige. Donc voilà, on est au début de la rotation. Donc voilà, ils sont là, ils arrivent et ils arriveront de plus en plus. Ok. Voilà. Ça rejoint. Bah, écoute, Vincent, on arrive un peu au terme du temps qu'on s'était donné pour cette émission. Merci. Un grand merci à toi, c'était vraiment tout aussi passionnant. Encore Merci une à toi de fois, m'avoir reçu. voilà, Merci ça ouvre tout le beaucoup monde. d'horizons à pas mal de gens, dont moi-même, hein, c'est clair. Et on espère avoir à nouveau l'occasion de bénéficier de tes lumières sur ces marchés très techniques. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à tous. Et bon après-midi à tous. Merci. Au revoir, Vincent. Au revoir. Merci à tous pour toutes les questions qui nous ont permis de nourrir ce stream. J'espère qu'on a répondu du mieux à vos attentes. Et puis, s'il y en a encore d'autres en réserve, n'hésitez pas à les garder pour peut-être une prochaine émission, un prochain stream sur le sujet. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir à tous.